Bonsoir à tous, installez-vous confortablement. C'est parti pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Et voici les titres. Le télétravail, les innovations des entrepreneurs pendant cette crise, les liens entre employés et employeurs dans ce contexte, c'est ce dont nous parlerons avec le président de la Fédération des entreprises monégasques. Philippe Ortelli sera notre invité. Prendre un verre le soir entre amis, tenter quelques pas sur le dance floor ou tout simplement vivre le soir, cela vous manque-t-il ? J'ai une petite idée de la réponse. En tout cas, c'est la question que nous vous avons posée. Un anneau satellite est en construction en ce moment dans le cadre d'un projet pédagogique avec des élèves d'FANB et de l'école internationale, en partenariat avec la société monégasque Orbital Solutions. Et enfin, nous allons vous parler de combats médiévaux. C'est un sport avec de véritables règles, des championnats, des clubs, dont celui de la Principauté, l'association sportive monégasque de combat médiéval, pour être précis. Restez avec nous. Nous serons avec le secrétaire général, Philippe Robodingo, qui nous dira absolument tout sur cette discipline que l'on appelle aussi le béour. Mais avant de développer tout cela, nous débutons avec vous, Christinda Thomel, et un point sur l'actualité. À noter un changement important lorsque vous souhaitez vous faire dépister. Oui Fabien, dorénavant et ce depuis vendredi, les résidents peuvent se rendre au centre de dépistage pour effectuer un test PCR sans avoir besoin d'une ordonnance. De plus, le test est entièrement gratuit. Il suffit juste de prendre rendez-vous en appelant le 92 05 55 00. Dans le cadre de la lutte contre la propagation de l'épidémie de Covid-19, le gouvernement princier a suspendu le délai de carence de 3 jours en cas d'arrêt de travail en vue d'un dépistage PCR. Cette mesure, qui a pris effet le 15 janvier dernier, est prolongée jusqu'au 28 février, Fabien. Concrètement, lorsqu'un salarié ou un fonctionnaire de la Principauté se verra prescrire un arrêt de travail prévoyant une éviction dans l'attente de la réalisation d'un test de dépistage PCR, il percevra des indemnités journalières versées selon les cas par la CCSS ou par la SPME dès le premier jour d'arrêt. Ces indemnités garantissent aux salariés 50% de sa rémunération. 6 élèves d'une classe de seconde de l'institution François d'Assise Nicolas Barré ont été testés positifs à la Covid-19. Et oui Fabien, parmi 6 élèves, 2 pourraient avoir été contaminés dans la sphère scolaire. Le gouvernement a donc décidé, par principe de précaution, de placer tous les élèves de la classe concernée en éviction scolaire jusqu'au vendredi 19 février inclus. Dès demain, ils bénéficieront d'un enseignement à distance par leurs professeurs afin d'assurer la continuité pédagogique. Les parents des élèves concernés sont invités à surveiller l'apparition de tout symptôme évocateurs de la Covid-19 chez leurs enfants et à les isoler bien sûr le plus possible pendant la période d'éviction. Les élèves considérés comme cas contact se verront bien sûr proposer un dépistage PCR afin de s'assurer qu'ils n'ont pas été contaminés. L'association Les Anges Gardiens, qui vient en aide aux plus démunis, organise cette semaine sa première vente caritative de l'année. Oui, vendredi de 10h30 à 13h, un stand tenu par les Anges Gardiens sera mis en place aux abords du centre commercial de Fontvieille. Pour la modique somme de 20 €, vous pourrez vous procurer un set petit déjeuner ou encore un chapeau Panama aux couleurs de la Principauté. Un geste pour soutenir ceux qui sont dans le besoin, Fabien. Merci Christinda. On passe à notre premier invité, le président de la Fédération des entreprises monégasques, la FEDEM. Philippe Ortelli, bonsoir. Bonsoir. Le télétravail est obligatoire lorsque cela est possible à Monaco. Quel est votre point de vue concernant cette mesure dans ce contexte sanitaire ? Nous avons été un petit peu surpris du terme obligatoire, mais oui, dans la mesure du possible, et nous le comprenons parfaitement, eu égard à l'épidémie actuelle de Covid et son développement durant ces derniers temps. Est-ce que vous avez des retours d'entreprises qui font appel au télétravail et comment cela fonctionne de façon générale ? Bien sûr, il y a de nombreux secteurs d'activité où c'est quasiment impossible, l'industrie, le commerce, le bâtiment et bien sûr l'hôtellerie-restauration quand elle peut tourner. Par contre, dans les bureaux, les chefs d'entreprise se sont mis en route assez rapidement, même si la mesure a été annoncée vendredi soir pour lundi matin. Dès les premiers jours, chacun a pris ses responsabilités et a essayé, en fonction de chaque activité, de mettre en place le télétravail au mieux, eu égard à la situation économique particulière et à la gestion de chaque entreprise. Et vous avez pu constater que les employés en télétravail travaillent tout simplement ? D'abord, il faut distinguer la capacité effectivement de l'entreprise à travailler, à faire travailler en télétravail ses salariés. Et puis, certains salariés n'ont pas forcément chez eux les outils, l'environnement, de telle manière à pouvoir télétravailler
facilement. Par contre, on a aussi de retours souvent de cadres qui sont contents de télétravailler, qui sont productifs dans le télétravail. À titre personnel, vous êtes spécialisé dans la production de béton. C'est compliqué, j'imagine, dans votre entreprise de faire appel au télétravail? Oui, mais malgré tout, le service administratif a été mis en télétravail à plus de 50% ces derniers jours. C'est aujourd'hui, avec les outils informatiques, quelque chose de raisonnable dans la gestion d'une entreprise. Bien sûr, les gens qui produisent le béton et les gens qui conduisent les camions toupies, eux, ne peuvent pas télétravailler. Et sans parler de télétravail, est-ce que vous avez pu constater que des entreprises, dans ce cadre-là, dans ce contexte sanitaire, ont fait preuve d'innovation? Je pense notamment par exemple à Bettina qui a changé un peu sa façon de travailler pour produire des masques. Est-ce que vous avez vu des entreprises qui ont sorti du bon de cette crise sanitaire? Je pourrais citer surtout Prodifac, une société dont le directeur et président du syndicat de la chimie, qui produisait des produits de parapharmacie et qui, durant l'année 2020, a produit plus de 20 tonnes de gel à Monaco. Ils ont fourni toutes les administrations monégasques et Monaco était quasiment autonome en gel hydroalcoolique durant l'année 2020. Bettina avait les outils de production des masques à travers ses métiers à tisser. Il a eu l'intelligence effectivement de produire puis de faire agréer ces masques. Après, dans le bâtiment, soyons clairs, on n'a pas cette capacité à complètement faire tourner. Les banques se sont rendues compte qu'elles avaient besoin de moins de place à Monaco en ayant une activité en télétravail plus soutenue. Je pense qu'il y aura certainement une évolution, pas une révolution, mais une évolution sur l'usage du télétravail peut-être plus important, mais aussi, et on l'a vu, psychologiquement, de trouver le juste équilibre. Le juste équilibre, c'est peut-être une journée, 2 journées par semaine, qui permettent d'éviter, je vous l'ai dit, les contraintes de venue à Monaco, mais par contre, la relation humaine, la rencontre avec les clients en physique, ça n'a rien à voir, une relation physique de face à face, même à 2,50 m avec des masques, mais une relation Zoom. On ne se parle pas de la même manière, on n'a pas le même ressenti. Et de façon générale, hein, on l'a dit, vous êtes le président de la FEDEM, comment se portent les entreprises en principauté dans un contexte aussi difficile, aussi particulier depuis 1 an bientôt de crise sanitaire? C'est très varié et très variable. Vous le savez bien, l'hôtellerie-restauration a été fortement touchée. Les incentives, tous les métiers issus de l'animation de notre tourisme au sens large, tourisme d'entreprise, tourisme de particuliers, et tout ce qui faisait le charme de la Côte d'Azur a été profondément touché puisque les touristes ne sont plus là. Les banques n'ont quasiment pas vu la crise. Le bâtiment, grâce au gouvernement monégasque, n'a pas trop subi la crise parce que les décisions ont été prises, ont été sérieuses et on a pu redémarrer rapidement les chantiers et c'était important pour la principauté. Les usines ont fait moins 10, moins 15, moins 20%, parfois plus. Mais elles ont su rebondir parce qu'aussi elles ont été soutenues par le gouvernement monégasque au niveau financier. Donc les secteurs sont très variés. Et puis après, vous avez le négociant, tous ceux qui travaillent avec le négoce international, ils ont pivoté, ils ont continué à travailler, mais le trading, le shipping, tous ces secteurs d'activité, on vivent à l'échelle du PIB mondial, donc on a moins 4, moins 5, mais il n'y a pas une baisse forte dans ces secteurs-là. Un mot sur les relations employeurs et salariés dans ce climat, dans ce contexte. C'est tendu ou pas du tout? Non, pas du tout. Les gens veulent travailler, veulent s'épanouir par le travail, exister par le travail. Avoir un travail, c'est avoir aussi de l'estime de soi, que ce soit conduire un camion, être cadre de banque, être chef cuisinier. Tous ces gens-là ont besoin d'agir et c'est par cette action qu'ils existent. Mais il y a eu une vraie collectivité qui s'est mise en mouvement tous ensemble pour affronter l'adversité et permettre aux entreprises et aux pays de dépasser cette crise. Et on va y arriver dans quelques semaines, dès quelques mois. Les vaccins arrivent, peut-être pas aussi vite qu'on aimerait, mais ils arrivent. Et j'espère que cet été, on sera sorti du plus difficile. Mais écoutez, c'est tout ce que l'on souhaite en tout cas. Philippe Ortelli, merci. Merci à vous. À boire un verre, se retrouver tout simplement entre amis le soir, discuter avec une musique d'ambiance dans un pub par exemple, eh bien la pandémie a mis un arrêt brutal à ces rassemblements sympathiques. Est-ce que cela vous manque? C'est la question que Vanessa Dessy vous a posée. Voici la réponse. Énormément, la vie nocturne, les amis, les rencontres, Encore moi j'ai la chance d'être en couple, donc j'ai la chance de partager quelque chose le soir avec quelqu'un, mais pour beaucoup de personnes ça va être difficile. Ouais. Pas vraiment parce que je sortais pas beaucoup le soir. Les apéros entre copains,
Ça manque beaucoup, oui. C'est surtout le fait de se retrouver un petit peu isolé, de perdre un peu le contact avec les amis. Mais bon, maintenant on sait qu'il faut le faire, donc on le fait. Le soir, ça va. Comme c'est l'hiver, on sort un peu moins. Si c'est l'été, ça va nous manquer un peu plus. Voilà. Oui, même si elle était un peu réduite pour nous ces derniers temps, déjà compte tenu du fait qu'on est jeunes parents. Mais oui, effectivement, c'est vraiment quelque chose qui, à la longue, finit par manquer. Moi, j'aimais bien aller au restaurant, surtout le soir. Ah, la nostalgie du restaurant le soir. En septembre dernier, un nanosatellite de la société monégasque Orbital Solutions a été envoyé dans l'espace dans le but de collecter des données météo. Et bien désormais, un projet pédagogique est en partenariat avec Orbital Solutions, une façon de permettre en cette période à des élèves de la principauté d'avoir la tête dans les étoiles. Voyez ce reportage d'Alexandra Pani et Orazio Gaggino. Construire un nanosatellite alors qu'ils sont âgés de 13 à 17 ans. Voici le projet original lancé par l'entreprise monégasque Orbital Solutions avec 3 établissements scolaires de la Principauté, le Collège Charles III, FANB et l'International School of Monaco. 6 équipes ont été sélectionnées sur la base du volontariat et se retrouvent en dehors de leurs heures de cours. 3 modules pour leur permettre de s'initier et d'ici quelques mois de créer et envoyer dans l'espace un véritable nanosatellite. Les sessions de ce premier module consistent en une trentaine de minutes de présentation sur un sujet spécifique lié à la fabrication des satellites. Alors aujourd'hui par exemple c'était la mécanique, le côté mécanique, les contraintes et fabrication. On passe à une phase de travaux pratiques qui vient juste de commencer maintenant. Chaque équipe reçoit en début de session une boîte noire dans laquelle se trouvent les pièces nécessaires à la fabrication d'un petit rover pour ce module. Chaque élève a sa propre mission au sein du groupe, sélection des pièces, assemblage et vérification de chaque étape. Un véritable travail de groupe pour arriver au projet final. Ce qui est bien dans ce domaine, c'est qu'on n'arrête jamais de découvrir. Et non, c'est un métier très intéressant parce que c'est toujours dans le fait de compenser, de comprendre, d'anticiper. Un projet qui permet également aux élèves de relever des challenges personnels. En fait, là, on est au début et j'ai très envie, j'ai beaucoup de motivation. Mais je me dis qu'il faut toujours que j'ai la même, on va dire, envie de venir. Et j'ai toujours voilà, cette envie et ce respect et continuer à apprendre et à écouter. Et malgré leur jeune âge, ils sont motivés et attentifs aux consignes. Ce qu'on espère aussi, c'est d'inspirer des carrières chez ces jeunes. Je pense que avec le niveau de ces jeunes à Monaco, avec la motivation qu'ils ont, il y en aura certainement quelques-uns qui vont aller dans ces directions. Et ça, c'est intéressant aussi pour la principauté, je pense. Un secteur en pleine expansion qui pourra séduire ces jeunes étudiants et leur ouvrir, pourquoi pas, de nouveaux horizons pour leur avenir. Nous passons à un tout autre sujet. Savez-vous ce qu'est le béour ? Peut-être pas. En tout cas, vous êtes excusés. C'est vrai que ce n'est pas une discipline sportive aussi connue que le foot, par exemple. Et pourtant, vous en avez forcément déjà vu dans des films d'époque, par exemple. Ce sont tout simplement des combats médiévaux avec de véritables règles et des compétitions. Le but est de faire chuter tous les combattants de l'équipe adverse. Les derniers debout ont gagné. D'ailleurs, des tournois de béour ont déjà été organisés à Monaco. Un club a été créé en principauté en 2017, l'association sportive monégasque de combat médiéval, dont le président est Pierre Casiraghi. Pour nous faire découvrir ce sport, le secrétaire général de l'association, Philippe Robodingo, bonsoir. Bonsoir. On va parler ensemble des combats médiévaux. Un petit rappel, quand et comment le combat médiéval, que l'on appelle aussi le béour, est revenu au goût du jour comme ça ? Alors d'une manière globale, il est revenu au goût du jour dans les années, je dirais 95. Il a été remis au goût du jour par des Russes qui séjournaient à l'époque à Berne, en Suisse. Et un grand amateur d'histoire médiévale qui s'appelle donc Evgeny Strakovski, et qui est aujourd'hui résident en principauté, a décidé de remettre ce combat médiéval au goût du jour et en faire des compétitions sportives, le transformer véritablement en sport de combat. Voilà, c'est un sport. Voilà, c'est un sport, tout à fait. D'accord, mais rassurez-nous, c'est pas comme Highlander où il faut couper des têtes, il y a quand même des règles. Alors exactement, c'est ce que je venais de dire. Il y a un corps arbitral qui est justement quasi professionnel et qui est en charge de faire respecter l'ensemble des règles édictées. D'ailleurs, ces règles sont tout simplement issues des règles de tournoi du XIIIe et XIVe siècle.
il est bien évident que durant ces tournois, le sang ne devait pas couler et on devait économiser les chevaliers de façon à ce qu'ils soient tout à fait opérationnels pour aller mener les guerres. Donc les règles étaient faites de façon à éviter les blessures trop importantes et trop graves à ce moment-là. Donc nous obéissons aujourd'hui tout simplement à ces règles avec un certain nombre de coups qui sont purement et simplement interdits. À l'époque, on parlait de coups d'estoc, donc c'est-à-dire piquer le chevalier, l'ennemi de face de manière à le transpercer. Évidemment, pendant les tournois, cet estoc était bien interdit. Les coups de bas en haut étaient également interdits, de manière à éviter de remonter vers la partie supérieure du buste. Les coups dans la nuque, les coups qui imposaient des fractures étaient interdits. Donc aujourd'hui, c'est bien sûr ces règles que nous suivons scrupuleusement, avec en plus, ce qui a été imposé par la Fédération internationale, des protections en titane sur les parties véritablement sensibles et vulnérables du corps, notamment la colonne vertébrale et plus particulièrement les cervicales. Et vous qui pratiquez le béour, et qui avez pratiqué d'ailleurs le MMA aussi, qu'est-ce que cela procure comme sensation, les combats médiévaux ? Alors, c'est une adrénaline très particulière. C'est très très étrange de se retrouver face à des types qui utilisent des armes réelles, non aiguisées bien sûr, mais réelles, pour vous taper dessus avec le bruit, l'odeur, parce que ça fait une odeur de métal brûlé, le bruit assourdissant. Parfois vous êtes un peu sonné parce que les coups font mal parfois quand vous les prenez dans des parties charnues de l'individu. Je ne m'étendrai pas dans les détails, mais ça peut faire très très mal. J'imagine. Et la première fois que vous prenez un grand coup de hache dans le dos, vous dites « Ah, ok, c'est ça que ça fait ». Et bien après, comme je vous disais, vous êtes désinhibé et vous vous lancez dans l'aventure plein pot, plein fer. Et donc ça procure une sensation de plaisir aussi intense que le sport de combat. Vous êtes en train de combattre. Et vous l'avez évoqué, là donc une équipe monégasque. Parlez-moi de cette équipe monégasque. L'équipe est composée aujourd'hui de 24 personnes, capitaine en tête, et est composée essentiellement de monégasques, résidents monégasques ou alentours, plus 2 combattants russes qui sont essentiels pour nous, puisque ce sont ceux qui nous ont appris, ceux qui nous entraînent encore aujourd'hui, ceux qui nous coachent, ceux qui nous conseillent et qui nous garantissent en fait d'être parfaitement intégrés dans le paysage du béour international. Voilà, donc une équipe, comme vous le voyez, très hétéroclite, mais avec une constante, c'est l'esprit d'équipe qui nous anime et avec la volonté de défendre vraiment les couleurs de Monaco dans un esprit sportif. Vous avez une structure pour vous entraîner ? Alors voilà, nous sommes actuellement dans cette structure qui est aujourd'hui en pleine rénovation. La rénovation est quasiment terminée. Nous ferons une inauguration officielle bien sûr de ces locaux. Il est donc en 3 parties. Une partie aire de combat. Donc vous voyez derrière moi des morceaux de bois qui apparaissent, c'est ce qu'on appelle la lice de combat, donc l'arène de combat. Derrière moi encore, vous voyez donc les vestiaires et une partie sanitaire, tout simplement. Tout ce que nous n'avions pas initialement, mais que grâce à un mécène, nous avons réussi à rénover, mettre en œuvre et pour en faire une surface d'entraînement très très correcte. Et quels sont les objectifs du club ? Alors plusieurs. Le premier, c'est de continuer à figurer dans le haut du classement français, voire sur la plus haute marche. La deuxième est d'intégrer la catégorie or de la fédération dont je vous ai parlé initialement, donc dirigée par nos amis russes, puisque nous sommes actuellement à l'échelon argent. Et le troisième, donc il est beaucoup plus local, c'est d'ouvrir en septembre 2021 une académie pour enfants. C'est un peu plus soft ? Voilà. D'ailleurs, ça s'appelle le soft. D'accord. Et le combat en soft, avec que de la mousse en fait pour les enfants qui peuvent jouer au chevalier et apprendre les rudiments pour intégrer après de manière très efficace les équipes des adultes. Mais écoutez, Philippe Robodingo, je crois qu'on en sait plus maintenant sur les combats médiévaux grâce à vous. Voilà. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci infiniment de nous avoir invités. Et donc je vous remercie au nom de notre président ainsi que de toute l'équipe des Grimaldi Milites. Très bien. Merci beaucoup. Nous vous retrouvons, Christinda, pour une page sport et on commence par le résultat du match de la Coupe de France. Et oui Fabien, les Monégasques ont remporté le match face à Grenoble aujourd'hui lors des 32e de finale de la Coupe de France. Et c'est sur un but de Jovetic à la 36e minute que les hommes de Niko Kovac se sont imposés au Stade des Alpes ce mercredi.
Après le football, du basket. La Roca Team affrontera vendredi soir à 20h Orléans-Loiret Basket sur le parquet du Palais des Sports de la cité orléanaise. Une rencontre importante pour les hommes du coach Z que vous pourrez suivre sur la page Facebook de l'AS Monaco Basket. Et puis un mot de tennis à présent. Le monégasque Romain Arnaud et le français Benoît Paire se sont inclinés à l'Open d'Australie dès le premier tour en double face à Andrea Vavassori et Lorenzo Sonego, 7-6, 6-2 et 6-4. Même sort pour l'autre joueur de la Fédération de tennis monégasque, Hugo Nice, qui s'est incliné lui aussi en double avec Andrea Molteni en 2-7 face à la paire Radu Albo et Daniel Evans. Passons à la météo. Quel temps va-t-il faire ce jeudi ? Eh bien, jeudi, le temps qui s'installe est clair. Cependant, durant l'après-midi, quelques passages nuageux sont prévus. Alors, même si la journée est en grande partie ensoleillée, le ciel sera couvert par instants. Les températures, quant à elles, oscilleront entre 6 et 11 degrés. Le soleil se lèvera à 7h33 et il se couchera à 17h55. Jeudi 11 février, nous fêterons les Héloïses. Merci Christine. On se quitte comme d'habitude avec les photos de notre rédaction. Nous parlions des 32e de finale de la Coupe de France dans cette édition. Si les clubs amateurs ne peuvent y participer cette année, les enfants ici poursuivent les entraînements. Ce sont des photos prises par Manuel Vitali. Vous retrouverez jeudi dès 19h Émilie Rousseau aux commandes du JT. À très bientôt. Au revoir. Mais surtout, portez-vous bien.